Le Congo ne tombera jamais. Après une guerre déclenchée le 1er novembre 1954, mais dont les prémices remontent à 1945 et dont le cessez-le-feu fut déclaré le 19 mars 1962 au lendemain de la signature des accords d'Évian, et alors que l'indépendance du pays devient inéluctable, les inconditionnels de l'Algérie française, réunis au sein de l'OAS, organisation armée secrète, dans un dernier barou, multiplient les attentats et les crimes. Sauvons l'Afrique. Le 5 juillet 1962, l'Algérie accède à son indépendance. Le même jour, il y a eu un massacre qui a fait la mort de plusieurs personnes. Mais c'est une histoire qui est peu connue, dont beaucoup des Africains ne maîtrisent pas. Certains même ne connaissent pas cette histoire. C'est l'histoire triste de l'Algérie. Mais j'ai choisi cette vidéo afin que vous puissiez comprendre l'histoire, comment c'était les enjeux, comment cela s'était passé et qui était la cause de ce massacre qui s'est passé en Algérie le 5 juillet 1962. Je vais vous laisser d'abord suivre cette vidéo réalisée par Madame Nathalie Yamb. Je vais vous retrouver juste à la fin pour faire quelques analyses avec vous. Voilà, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Le 5 juillet 1962, l'Algérie accède à l'indépendance. À l'occasion de son 59e anniversaire, je souhaite une belle célébration à mes amis algériens et j'en profite pour revenir sur un épisode peu connu des Africains, ce que les médias français et occidentaux qualifient de « massacre d'Oran » qui s'est déroulé cette même journée. J'en profite pour mettre ici le lien d'une interview que j'ai accordée à la journaliste Mariem Abdou pour la chaîne 3 de Radio Algérie. Après une guerre déclenchée le 1er novembre 1954, mais dont les prémices remontent à 1945 et dont le cessez-le-feu fut déclaré le 19 mars 1962 au lendemain de la signature des accords d'Évian, et alors que l'indépendance du pays devient inéluctable, les inconditionnels de l'Algérie française, réunis au sein de l'OAS, organisation armée secrète, dans un dernier barou, multiplient les attentats et les crimes. Comme un coq égorgé, ils ont besoin de faire couler le sang avant de sortir de la scène. Rien qu'à Oran, ces ultras ont tué plusieurs centaines d'Algériens durant les premiers mois de 1962. Les indépendantistes de l'ALN, la branche armée du FLN, le Front de Libération Nationale, ne se laissent pas faire et répliquent avec méthode et détermination, fort d'un soutien populaire. Le 5 juillet, alors que les gens sont dans la rue en train de célébrer la proclamation de l'indépendance, des coups de feu sont tirés. Cela donnera le coup d'envoi à une manifestation de ras-le-bol contre la présence et les exactions françaises et européennes. Loin des 800 à 3000 disparus français en une journée, ergotés par les nostalgiques de la colonisation qui a duré 132 ans et dont Sarkozy a voulu faire enseigner les bienfaits à l'école, un rapport commandé par le Quai d'Orsay et remis à Dominique de Villepin en 2005 chiffre à 365 le nombre de disparus du côté français lors de cette journée. Comme souvent, les plus nuisibles, les gens de l'OAS et de l'administration française, avaient pris soin de se mettre en sécurité avant que les choses ne dégénèrent, laissant en Algérie leurs supplétifs locaux, ceux qui s'étaient empressés de collaborer avec eux, les fameux harkis, ainsi que les ressortissants français installés en Algérie, souvent considérés comme de seconde zone par les gens de la métropole et désignés par le vocable péjoratif pieds noirs. En dehors des populations algériennes, ce sont eux qui paieront les pots cassés de la politique de la terre brûlée pratiquée par la France coloniale. C'est d'ailleurs de façon tout à fait délibérée que De Gaulle les abandonnera à leur sort. En se documentant sur cet épisode, on sera surpris, ou pas, des ordres d'inaction donnés par la hiérarchie hexagonale. Comme Chirac en 2004 avec l'attentat de Bouaké, De Gaulle, en 1962, a, de façon intentionnelle, sacrifié des vies françaises pour pouvoir se venger de la volonté d'indépendance d'un gouvernement africain. Je cite, « Les Français n'auront qu'à se débrouiller avec ce gouvernement.
dira-t-il, selon Pierre Finlin, dans ses mémoires, ce qui est confirmé par Alain Péréfitte, qui cite le chef de l'État français d'alors dans « C'était de Gaulle », j'ouvre les guillemets, « si les gens s'entremassacrent, ce sera l'affaire des nouvelles autorités ». Fin de citation. Cela devrait d'ailleurs servir de leçon à ceux qui collaborent de façon zélée avec l'occupant français au sud du Sahara et les situer sur le destin qui les attend le jour inévitable de la libération pleine et entière de l'Afrique par les Africains. L'étude approfondie de l'histoire de France est une étape nécessaire, non pas pour procéder au bourrage de crâne de nos gamins avec nos ancêtres, les Gaulois que certains apprenaient à l'école, mais comme élément clé de la déconstruction du narratif mensonger et de l'édifice colonial français. Seul un travail scientifique implacable et impeccable pourra mettre en lumière toutes les puanteurs qui émaillent l'histoire de ce pays construit sur des tueries innombrables et dont les dirigeants ont le culot de vouloir donner des leçons de droits de l'homme, de liberté, d'égalité et de fraternité au monde. Elle permet aussi de comprendre le mode opératoire français, son incapacité à se réinventer et donne donc aux Africains les clés pour anticiper les coups à venir, préparer la riposte et réussir l'émancipation. La détermination du peuple algérien, l'organisation de la lutte fondée sur une branche politique, une branche économique et une branche armée doivent être une boussole pour tous ceux qui sont encore en 2021 dans les griffes de l'étau colonial français. Comme porte d'entrée pour comprendre les ressorts d'une guerre coloniale qui a duré un peu plus de 7 ans et qui causa la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes, dont 4/5 des Algériens musulmans, je recommande la lecture du livre « Histoire dessinée de la guerre d'Algérie ». On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oran, 5 juillet 1962, c'est bien peu de choses comparées au massacre ordonné par De Gaulle et perpétré pendant 3 mois par les Français à Sétif, Guelma, Kerala et Djidjeli, en rétorsion aux manifestations du 8 mai 1945 lors desquelles des jeunes avaient, ô sacrilège, osé réclamer l'indépendance en brandissant le drapeau algérien et dont le bilan dépasse 15 000 morts selon les historiens. L'équilibre de la terreur. C'est le seul message que comprennent les Machiavel qui se succèdent à l'Élysée. Et comme ils refusent de changer leur façon de faire depuis des siècles, ils ne devront pas s'étonner de vivre un jour prochain la version subsaharienne de Dien Bien Phu et Oran, s'ils s'obstinent à continuer de violenter et de réprimer les aspirations à la souveraineté, au progrès, au bien-être et à la bonne gouvernance des peuples d'Afrique. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Choukran. Mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre cette chronique de Madame Nathalie Yamb sur l'Algérie. Vous avez compris beaucoup de choses et beaucoup des enjeux de ce qui s'est passé en Algérie. Comme j'aime souvent le dire, que l'homme fort écrive l'histoire. Et pendant qu'ils étaient en train d'écrire l'histoire, ils ont réussi à falsifier l'histoire, à enterrer l'histoire et à supprimer l'histoire. Pourquoi on enterre l'histoire ou pourquoi on supprime l'histoire? On enterre l'histoire pour que le peuple ou la génération à venir qui ne puisse pas comprendre l'histoire, qui ne puisse pas connaître l'histoire. Parce qu'en comprenant l'histoire ou en sachant certaines vérités sur l'histoire, le peuple pourra se révolter ou changer l'attitude par rapport à la génération future ou par rapport à la génération présente. C'est à cause de cela, j'allais dire, qu'on essaye un peu à supprimer, à falsifier ou à enterrer l'histoire. Je vais vous relater ou vous laisser à lire ensemble avec moi quelqu'un qui avait perdu à ce moment-là 20 personnes de sa famille et ses 2 grands-parents. Voilà, je vous laisse d'abord à lire comment ça s'est passé. Tout simplement, tu m'as fait pleurer, Madame Nathalie Yamb. Je perdis mes 2 grands-pères et 20 membres de ma famille comme martyrs entre 1950 et 1962. Natif de 1955,
Je n'arrive toujours pas à oublier des scènes que j'ai vécues personnellement, où les soldats français et leurs collaborateurs accompagnés des chiens, des loups, massacrés et tortureux. Les enfants, les femmes et vieillards, des hommes brûlés les gorbis, comme je n'oublierai jamais la misère et la souffrance dans les camps de concentration, encerclés par les barbérés et surveillés en 24 heures par les mitraillettes et les blindés. La famine, la misère, les épidémies, pas d'école, des couvre-feux, de 16 heures du soir jusqu'à 8 heures du lendemain. Pas d'eau, pas d'électricité, ni route. Rien que de gourbi. La boue et l'infiltration de pluie, le froid glacial et hiver, et la chaleur suffocante en été. Nos vêtements portaient plusieurs pièces. Mon rêve, c'est de chercher quelqu'un pour relater cette histoire. Je crois que vous avez suivi ce témoignage d'une personne qui avait perdu 20 personnes de sa famille et ses deux grands-parents. C'est un grand témoignage qui a essayé un peu de me toucher pendant le jour de ces massacres. Je crois que vous avez bien compris l'histoire. Cette histoire est peu connue, n'est pas vraiment connue de beaucoup des Africains. Voilà, je vous demanderai de faire un petit travail pour pouvoir juste balancer, publier cette vidéo, j'allais dire partager cette vidéo, commenter cette vidéo et mettre un peu des j'aime. Ça va aider beaucoup de gens de pouvoir connaître cette histoire, de pouvoir maîtriser cette histoire et comprendre beaucoup de choses au travers de cette histoire. Mesdames et messieurs, cette analyse vient de prendre fin maintenant. C'était ton frère Jacques Nkana. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. D'ici peu de temps, dans quelques minutes, vous allez suivre mon frère Neville Toko avec plusieurs et d'autres analyses encore. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ce long peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant.